vous avez eu une vidéo sur la RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne. En fait, il y a souvent des questions sur cette technique qui paraît un peu mystérieuse, mais qui est vraiment une bonne alternative aux médicaments dans la fibromyalgie, donc vraiment intéressante. Une technique qui est considérée comme prometteuse par l'INSERM lors de son dernier rapport. Donc pas encore totalement validée, mais très prometteuse. Donc voilà, ça c'était la première vidéo de la matinée. Et avait mis du temps à charger d'ailleurs. Et la deuxième vidéo, vous avez pu voir une vidéo sur la remise en mouvement que j'ai faite avec Iris et avec monsieur Dacosta, Morgane Dacosta, qui est un coach sportif ici au Mans. Et qui essaie de vous guider un petit peu quand on a mal, voilà, comment on peut faire pour se remettre en mouvement alors que quand on a mal, alors que quand on a une fibromyalgie entre autres, dès qu'on bouge on a mal, quoi. Voilà, donc ça c'était les vidéos de ce matin. Et puis on a fait cet après-midi, alors là j'ai mis beaucoup de temps à charger la vidéo sur l'intolérance au lactose. Donc du coup, comme elle s'est terminée un peu tardivement, on la mettra probablement en ligne demain. Si je peux, je la mets après là, mais ça risque d'être un petit peu long. Voilà, en tout cas, elle est prête. Et puis, on a fait également un live sur une petite quiche avec une pâte maison sans gluten et sans lactose faite par Patricia. On s'est régalé d'ailleurs, on a fait un petit goûter salé. Voilà, donc ça c'était très intéressant. On a eu aussi beaucoup de visites ici à la maison Isopus. On est content d'avoir rencontré plein de nouvelles personnes qui venaient aux informations, qui cherchaient un petit peu de la ressource. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. On a aussi notre petit stand de petits objets créés par les adhérents, de petites plantations, de plantes tomates, de petites fleurs à venir chercher. Ça nous aide, hein, c'est des petits cadeaux pas chers, mais nous, ça nous est bien utile pour continuer notre action. Par ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez adhérer ou si vous voulez nous faire un don, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Et par ailleurs, à Nice, il y a eu un pique-nique avec un cours de gym douce. Voilà, et plusieurs personnes sont venues, donc il y a eu un petit direct. Alors sur le direct, on n'entend que la première partie de la vidéo, mais on est content d'avoir eu un petit rayon de soleil pour les régions où il fait pas beau comme chez nous, parce que vraisemblablement à Nice, il faisait beau. Voilà. Donc je rappelle aux adhérents de la région de Nice et aux non-adhérents d'ailleurs, parce que c'est ouvert à tout le monde, que tous les lundis, il y aura une marche comme il y a eu lundi dernier. On fera une publication Facebook pour vous dire où c'est. Ce sera à l'arrêt Super Rimier comme la dernière fois. Et on fera une vidéo pour une publication pour vous indiquer l'endroit pour y aller. Voilà. J'ai oublié quelque chose, Madame Iris ? Non, c'est bon ? J'ai donné les principales infos. Voilà, donc j'ai répertorié quelques questions. Ça permet à quelques personnes de se connecter en attendant. Donc j'ai fait une petite liste des questions que j'ai vues dans les commentaires des vidéos et des publications. Donc la première, c'est des personnes qui disent que bon voilà, ils vont chez le médecin et puis ou chez le médecin du travail ou chez le médecin expert, et puis on leur dit que c'est pas une maladie. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez violent quand on peut rien faire, quand on est fatigué, quand on a mal et qu'on s'entend dire que c'est pas une maladie, c'est un problème. Voilà, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui on a des données qui montrent que la fibromyalgie, c'est pas une invention de l'esprit. D'ailleurs, on a du mal à imaginer 2 millions de Français et à peu près les mêmes pourcentages de patients dans tous les pays occidentaux. On a du mal à s'imaginer que tous ces malades se passent le mot pour inventer leurs symptômes. Et en tout cas, les données actuelles de la science montrent que non, ce n'est pas une invention, il y a de vraies anomalies, il y a de vraies perturbations. Donc ça, on peut aussi le répondre à qui le dirait. Et depuis, enfin ça a été aussi souligné par la commission d'enquête sur la fibromyalgie par les députés en 2016, qu'il ne fallait plus parler de syndrome mais de maladie, parce que c'était une proposition, parce que l'Académie de médecine soulignait qu'il fallait plutôt parler de syndrome parce qu'on ne connaissait pas la cause de la fibromyalgie. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. D'abord parce que maintenant, on a quand même des réponses sur l'origine de la maladie et que, par ailleurs, quand on est malade, on s'en fiche que ce soit un syndrome ou une maladie.
Voilà. Donc oui, vous êtes bien malade, vous avez une maladie qui est invalidante et pour laquelle aujourd'hui, heureusement, il y a des chercheurs dans le monde qui cherchent et qui trouvent. Voilà. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième, c'est qu'on m'a reparlé suite à la publication sur le syndrome de fatigue chronique. Effectivement, il y a quelqu'un qui a dit bah oui, mais moi quand je lis les symptômes du syndrome de fatigue chronique, je trouve tous les symptômes de la fibromyalgie. Eh bien, vous avez raison, c'est probablement deux versants de la même maladie et avec simplement dans l'un plus de fatigue et des malaises d'effort et dans l'autre plus de douleur, mais c'est la même maladie. Et on retrouve, c'est pour ça qu'on retrouve à peu près tous les symptômes. En tout cas, c'est mon hypothèse à moi. Et le fait de mettre les gens dans des boîtes, ça aide pas vraiment les gens à aller mieux. Voilà. Le SADAM. Donc le SADAM, on m'a posé des questions sur le SADAM. Le SADAM, c'est le syndrome, un syndrome douloureux algique de l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation de la mâchoire. Et est-ce que ça a à voir avec la fibromyalgie? Oui, c'est assez fréquent dans la fibromyalgie. Les douleurs et les symptômes de mauvais fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. On m'a reparlé de la fatigue et des solutions pour se sortir de la fatigue. C'est très compliqué de se sortir de la fatigue. Et il faut d'abord et avant tout changer son alimentation. Je vous l'avais dit hier dans la vidéo, hier soir, mais c'est vraiment essentiel, le gluten, le lactose et le sucre. Donc voilà. Après, il faut ménager ses efforts, ça je vous l'avais dit aussi hier, mais c'est vrai que la fatigue, elle peut être vraiment, bonsoir à tous ceux qui se connectent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Et même d'ailleurs, quand on fait le régime, qu'on arrive à arrêter complètement le gluten, ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est-à-dire qu'au début, on sent vraiment l'intestin qui va mieux. Et c'est seulement quand l'intestin va mieux qu'on commence à sentir un effet sur les douleurs. Et la fatigue, ça vient après. C'est la fatigue, les troubles de mémoire, les troubles de concentration, ça vient après, c'est beaucoup plus long. Donc il faut vraiment persévérer, reprendre tout doucement une activité physique. Ça, c'est important aussi de bouger, y compris pour la fatigue, mais sans jamais dépasser ses limites. Ça aussi, vous avez compris, je vous l'ai dit. Voilà, mais je suis d'accord avec vous que la fatigue, c'est vraiment la plaie. L'ATP, alors oui, on a dans la vidéo sur comprendre la fibromyalgie, si vous l'avez regardé ou si vous voulez la regarder, j'explique comment on a montré que dans le syndrome de fatigue chronique, comme dans la fibromyalgie, il y a un défaut de production d'ATP, donc les petites molécules énergétiques fabriquées par nos cellules. Donc avec l'hypothèse principale que les gaz intestinaux vont ralentir la production d'ATP, c'est pour ça qu'il faut réduire la production de gaz. Et donc quelle solution vis-à-vis de ce défaut de production d'énergie? Donc j'en reviens à ce que je viens de dire, régime, moins de production de gaz toxiques dans l'intestin, donc ça paralysera moins la production d'ATP. Donc changer son alimentation, c'est vraiment essentiel. Prendre des polyvitamines, ça peut aider aussi. Du coenzyme Q10, la vitamine C, il y a pas mal de vitamines qui sont importantes pour la production d'énergie. Ménager ses efforts, ménager ses batteries, mais aussi bouger. Voilà, tout ça, c'est le package classique du changement d'hygiène de vie pour aller mieux, y compris pour la fatigue. Mais c'est compliqué, ça c'est vrai. Et puis il y a eu des questions sur le vaccin Covid, donc ça je comprends, hein, c'est d'actualité. Donc est-ce qu'on a le droit de faire des vaccins quand on est fibromyalgique? Quel vaccin on peut faire? Donc les vaccins sont parfois rentrent dans la grande liste, la très longue liste des choses qui peuvent précipiter un petit peu les gens dans la fibromyalgie. Alors pas chez tout le monde, donc faut pas cracher sur tous les vaccins. Donc les 3 vaccins disponibles actuellement sont le Pfizer, le Moderna et le AstraZeneca. Donc en termes de composition, aucun des 3 vaccins ne contient de métaux lourds, donc ça c'est déjà une bonne chose. Pas d'aluminium, pas de mercure et autres. Le Pfizer est celui qui contient le moins de choses. En fait, l'ARN messager est installé dans une petite fraction lipidique et puis c'est tout. Il n'y a pas d'adjuvant dedans. Et globalement, en termes d'efficacité, ils semblent tous assez efficaces. En termes de tolérance, moi je ne suis pas pour l'AstraZeneca chez les patients douloureux chroniques. Alors, si vous avez eu l'AstraZeneca, très bien, hein, et que vous l'avez bien toléré, c'est très bien. Mais on a vu, ces 2 derniers mois, plusieurs patients douloureux chroniques qui avaient plus de douleurs. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des gros syndromes grippaux, et les patients fibromyalgiques ne tolèrent pas ça très bien, pas toujours en tout cas.
Donc je déconseille l'AstraZeneca, mais encore une fois, si vous l'avez eu, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Mais voilà, plutôt le Pfizer, en sachant que le Moderna, on n'a pas beaucoup d'expérience. Enfin, les autres non plus, mais Pfizer, on commence à avoir un peu de recul du coup. Ça fait un petit moment qu'on voit les patients, et du coup, ça a l'air quand même, en tout cas dans notre petite expérience ici, plutôt mieux toléré. Voilà, donc à vous de voir. Pour faire le vaccin, j'aurais plutôt tendance à choisir celui-là. Voilà. Quoi dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Iris, auxquelles tu aurais pensé, que tu aurais vu passer? Il y avait une personne qui avait parlé des névralgies faciales. Est-ce que la névralgie faciale a un lien de cause à effet avec la fibromyalgie? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui en parlent. Oui, des névralgies, oui. Ouais. Alors, donc ce qu'on appelle les névralgies, donc c'est l'irritation d'un nerf. Donc, effectivement, ça peut être une névralgie faciale, ça peut être une névralgie intercostale, enfin voilà. Et donc on ne trouve pas vraiment... alors ça dépend, s'il y a une hernie discale qui comprime un nerf, bon là on a l'explication, le problème vient de la hernie discale, mais parfois on ne trouve pas la cause. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver, qu'on voit dans les consultations de douleur. En tout cas, donc l'association des deux n'est pas rare, hein. C'est pas la fibromyalgie qui donne la névralgie, mais les patients fibromyalgiques font aussi des tendinites, des névralgies, enfin d'autres choses. Et surtout, il y a des données maintenant qui montrent qu'il y a une part inflammatoire dans la fibromyalgie. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des gens qui disent quand je prends des anti-inflammatoires, ça va mieux. Alors oui, ça va mieux, mais il ne faut pas les prendre au long cours, hein, ça a quand même des conséquences. Mais ponctuellement, voilà, quand ça ne va pas, un anti-inflammatoire, ça aide, ça peut aider à passer un cap. Et donc, il y a vraisemblablement une perturbation des cytokines, qui sont les molécules inflammatoires qui circulent dans le sang. Ça se voit pas sur les prises de sang courantes, mais voilà, il y a une part inflammatoire, y compris au niveau du cerveau. Et donc, il y a des patients qui décrivent bien que quand ils prennent un anti-inflammatoire, ils se sentent mieux. Et par ailleurs, on a aussi montré que les patients fibromyalgiques présentaient souvent une atteinte nerveuse des petites fibres, qui sont moins nombreuses, au niveau des extrémités notamment, mais ça a été montré aussi sur la cornée, et qu'on appelle la neuropathie des petites fibres. Et donc ça s'associe plutôt à des douleurs de type neuropathique. Alors, à peu près un patient fibromyalgique sur deux a donc une neuropathie des petites fibres. Donc vous savez que les nerfs en fait sont aux extrémités, sont tout petits, tout fins. Et en fait, si on fait des biopsies à 100 patients fibromyalgiques, il y en a la moitié qui vont avoir des nerfs un petit peu moins nombreux aux extrémités. Et ça s'associe à des douleurs de type neuropathique, donc par exemple des élancements, des fourmillements, des engourdissements, des coups de couteau, des choses comme ça, dans les pieds, dans les mains, voilà. Et alors on ne s'amuse pas à biopsier les gens pour aller vérifier ça. Il y a des gens qui font des recherches avec un certain microscope au niveau ophtalmologique pour identifier ça, mais ça ne se fait pas du tout en routine. Et donc, effectivement, on sait qu'il peut y avoir une atteinte des petits nerfs chez pas mal de patients. Mais pour l'instant, pourquoi on ne fait pas de biopsie? Parce qu'on pourrait faire une biopsie, puis on aurait un substratum anatomique identifié. Ça pourrait nous aider. Mais comme il n'y a pas de traitement à la clé pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt d'embêter les malades avec des biopsies. Donc les nerfs, oui, peuvent être vraiment touchés de façon objective dans la fibromyalgie. Ça, c'est vrai. Et autre question en termes parce que ça, c'est des questions qu'on a eues quand des gens sont venus, ouais. En termes de bénéfices par rapport au régime sans gluten, en termes de délai. Est-ce que le fait d'arrêter le gluten ou le lactose, ça a des impacts, c'est plus rapide l'un que l'autre? Parce que, en fait, peut-être ce qui peut des fois inquiéter ou soucier les gens, c'est de se dire « Oh là là, je commence un régime, mais j'en vois pas les bénéfices. » Oui, c'est ça. Donc, tu parlais à un moment de ce gain, en fait. Oui, sur la rapidité d'efficacité du régime. Alors, donc, faut pas se décourager si l'efficacité n'arrive pas dans les premières semaines. Ça prend du temps. D'abord parce que les Canadiens maintenant ont bien montré que le microbiote était perturbé, hein, donc la flore intestinale est trop abondante et déséquilibrée.
Donc maintenant, il y a des données pour ça. Donc la flore intestinale, ça ne se reconstitue pas comme ça. Le fait d'arrêter les aliments qui fermentent va clairement modifier dans le bon sens la flore intestinale. Donc il faut manger des légumes, il faut manger des fruits, ça c'est très important. C'est des prébiotiques, ça va bien nourrir la flore intestinale. Mais l'arrêt du gluten et du lactose, ça prend du temps. En l'occurrence, souvent, l'arrêt du lactose chez les gens qui sont intolérants au lactose a un effet assez rapide, c'est-à-dire que assez rapidement, dans les 15 premiers jours, le ventre dégonfle, les douleurs diminuent, les gens se sentent mieux, le transit se régule. Donc ça, c'est la première chose. Pour le gluten, ça peut prendre beaucoup plus de temps, donc il ne faut pas se décourager avant 3 mois. Et il faut vraiment que le régime soit fait strictement pour qu'on puisse conclure un régime qui ne fonctionne pas. Ce qui a été montré dans la sensibilité non cœliaque au gluten, c'est que par exemple, si on arrête le gluten et qu'on se sent progressivement mieux, au moment où on en reprend, ça peut être très mal toléré, mais l'effet n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets 48 heures après. Ça peut être décalé dans le temps. C'est pour ça que quand on continue à en prendre, on ne voit pas vraiment la différence, quand on a tout le temps des symptômes. Donc, du coup, pour l'arrêt du gluten, c'est beaucoup plus progressif. Et d'ailleurs, quand les gens qui sont bien équilibrés sans gluten font un écart, pas toujours en le faisant exprès en fait, et ben en fait, ils sont pas bien après et ils mettent parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois à s'en remettre. Donc ça veut dire que l'efficacité du régime sans gluten, elle est pas immédiate. Et ça prend vraiment du temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se décourager. Il faut pas se décourager. Voilà. C'était ça la question, j'ai répondu. C'était à peu près voilà. toutes les questions qu'on avait eues. Alors je sais pas si j'ai eu du... Ah, gros souci avec AstraZeneca, le second sera Pfizer, voilà une bonne idée. Voilà. Après c'est sûr que bon, on n'a pas un grand recul sur les vaccins ARN, mais en tout cas là, le recul qu'on a semble quand même intéressant. Voilà. Voilà, donc et continuez à poser vos questions parce que demain on fera pareil. Donc s'il y a des questions ce soir auxquelles on n'a pas répondu, on regardera demain avant le direct du soir et puis on essaiera d'y répondre. Voilà. Donc ce soir, pour ce soir, nous c'est fini, on va fermer boutique. On est content, on a vu plein de monde, c'était vraiment intéressant. On est content aussi qu'à Nice, il y a eu ce pique-nique avec cette séance de gym, parce que ça bouge à Nice, donc on salue nos adhérents niçois. Et puis on salue aussi tous ceux qui nous regardent à l'autre bout de la France, parce que... Et de Belgique. Et de Belgique aussi, je crois. Voilà, on est tout cœur avec vous, c'est aussi pour vous qu'on a fait ça, parce qu'on a bien conscience que tout le monde ne peut pas venir au Mans. Et donc on vous souhaite une très bonne soirée, puis on aura des surprises encore demain. Voilà. Allez, bonne soirée, au revoir.